Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire en direct et en public depuis le Salon de l'Agriculture, on retrouve Franck Ferrand installé sur le stand Europe 1 partenaire de l'événement. Bonjour Franck. Bonjour Ombline et bonjour à tous. Vous entendez ce public qui est venu nombreux pour assister à cette émission au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, où comme chaque année, les Français en général et les Parisiens en particulier ont rendez-vous avec le monde paysan et avec les pommes et le lait de Normandie, les volailles de Bresse, les fruits du Languedoc, les vaches limousines ou les cochons bretons. Nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure. Le moins qu'on puisse dire est que cette édition 2016 du Salon est assez mouvementée. Sur un plan politique, je ne vous apprends rien. Eh bien, dans l'heure qui vient, je vous propose de revenir sur les origines de ce grand rendez-vous, ce qui sera aussi l'occasion d'embrasser du regard un siècle et demi d'élevage et de culture en France. Je vous parle d'un temps où le secteur agricole employait 80%, je dis bien 80% de la population, près de 40 fois plus qu'aujourd'hui. Pour nous accompagner dans ce parcours agreste, Pascal Berthelot, qu'on ne présente pas aux auditeurs d'Europe 1. Bonjour. Et Françoise Carriès, auteur d'un très bel ouvrage chez Michel Lafon sur la plus grande ferme de France. Bonjour. L'histoire en direct du Salon de l'Agriculture. 14h, 15h sur Europe 1. Franck Ferrand. Alors pour nous mettre en jambe, quelques lignes qui vont vous rappeler sans doute des souvenirs scolaires. Ils arrivèrent en effet, ces fameux comices, écrivait bien sûr Gustave Flaubert. Dès le matin de la solennité, tous les habitants sur leurs portes s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie, une tente dans un pré était dressée pour le festin et au milieu de la place, devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompes. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leur maison. Des drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entr'ouvertes. Tous les cabarets étaient pleins et par le beau temps qu'il faisait, les bonnets empesés, les croix d'or et les fichus de couleur paraissaient plus blancs que neige, miroitaient au soleil clair et relevaient de leur bigarrure éparpillée la sombre monotonie des redingotes et des bourgerons bleus. La foule arrivait dans la grande rue par les deux bouts du village. Il s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons où l'on entendait de temps à autre retomber le marteau des portes derrière les bourgeoises en gants de fil qui sortaient pour aller voir la fête. Ce que l'on admirait surtout, c'était deux longs ifs couverts de lampions qui flanquaient une estrade où s'allaient tenir les autorités. Et il y avait de plus, contre les 4 colonnes de la mairie, 4 manières de Gaulle portant chacune un petit étendard de toile verdâtre, enrichi d'inscriptions en lettres d'or. On lisait sur l'un au commerce, sur l'autre à l'agriculture, sur le 3e à l'industrie et sur le 4e aux beaux-arts. Nous sommes en 1857 dans ce petit village d'Yonville, imaginé par Flaubert dans cette Normandie qu'il a si bien décrite, qu'il était bien placé pour connaître évidemment. 1857, autant dire que le monde rural occupe une grande partie du territoire français et que l'agriculture est alors à son apogée. C'est l'époque où sont organisés un petit peu partout en France ces fameux comices agricoles, de véritables fêtes locales et régionales. Il y aura bientôt à l'échelon national, on va en dire un mot, des concours agricoles très importants. Alors, il faut revenir, si vous le voulez, quelques années en arrière, une quinzaine d'années en arrière. Au 8 février 1844 exactement, nous sommes pas très loin de Paris, au marché de Poissy. L'affluence est très importante en ce jour de marché, et d'autant que nous sommes en février, le carnaval approche, et selon la tradition, on va bientôt promener dans les rues le bœuf gras. Vous savez, c'était la grande procession du bœuf gras. Poissy est un des 2 grands marchés qui approvisionnent Paris à cette époque, qui approvisionnent Paris en animaux de boucherie. Eh bien, dans un coin du marché, vous trouvez une trentaine de bœufs très gras et 18 lots de moutons.
Et pas loin de là, sous une tente, vous avez des messieurs bien habillés qui sont là, qui discutent. Il s'agit d'un jury composé de représentants de l'administration agricole, de propriétaires éleveurs, de membres du syndicat de la boucherie de Paris. Ils vont remettre des prix aux lauréats de ce qui constitue 1844, le premier concours général d'animaux gras, comme on appelait ça à l'époque. Ce concours a été décrété quelques mois plus tôt par le ministre en charge de l'agriculture dans le gouvernement du roi Louis-Philippe. Il s'appelle Cunin Griden, ce monsieur. Et voilà ce qu'il dit. Il importe, dans l'intérêt des consommateurs et dans celui de l'agriculture, de développer en France la production des animaux destinés à la boucherie et de favoriser particulièrement la propagation des races qui, par la perfection de leur forme ou de leur développement précoce, fournissent plus abondamment à la consommation. Et oui, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine période d'expansion démographique. Il faut nourrir une population qui est en train de s'accroître. 35 millions d'habitants dans la France de l'époque. On gagne 1 million d'habitants tous les 10 ans. Il faut nourrir évidemment tous ces Français, d'autant plus que les standards de vie sont en train de s'améliorer considérablement pendant l'époque de cette monarchie de Juillet. Alors, l'idée de faire des concours pour primer les animaux gras n'est pas une idée française. Je suis désolé de le dire une fois de plus, mais c'est encore une idée anglaise. Ce sont les Anglais qui, les premiers, ont organisé un peu partout ces concours. Mais petit à petit, ils sont en train de s'installer en France. Alors on voit, il faut dire qu'en France, il y avait déjà des concours de cultivateurs depuis déjà pas mal de temps, ou des concours de labour. On présentait le matériel de labour, etc. Et puis petit à petit, on s'est mis à présenter du bétail dès la milieu-fin du XVIIIe siècle. Et c'est là, et je sais que ça va faire plaisir à Pascal Berthelot, c'est là qu'il faut citer le nom d'un certain monsieur de Turbilly. Monsieur de Turbilly se préoccupe de la sélection du bétail et de la rotation des cultures dans lesquelles les plantes fourragères doivent remplacer la jachère. Il est un des premiers à instaurer un concours public entre ses propres fermiers. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui dans le coin de Turbilly. Il récompense ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Et c'est ainsi qu'en août 1755, on est donc en plein milieu du règne de Louis XV, Turbilly remet à 2 de ses fermiers, je cite, une médaille d'argent du poids et de la grandeur d'un écu de 6 livres que les lauréats avaient le droit de porter pendant 1 année, suspendue par un ruban vert à la boutonnière de leur habit. C'est en quelque sorte un peu l'ancêtre du mérite agricole, cette histoire du poireau. Ce premier concours d'animaux de boucherie de Poissy va néanmoins essuyer un certain nombre de critiques. Là, je reviens en 1844. On parle d'un examen à huis clos. On dit qu'il n'y a pas eu d'exposition préalable, que le programme, la publicité n'était pas suffisamment bien faite. Donc, il y aurait eu des éleveurs qui pouvaient apporter des animaux extraordinaires et qui ont été frustrés du concours parce qu'ils n'étaient pas au courant. Bref, tout ça a l'air d'être un petit peu trop entendu entre les sociétés d'agriculture dominées par les notables locaux. Au concours de Poissy, néanmoins, les 30 bœufs présentés appartiennent à 11 propriétaires différents. On est donc bien en présence d'un concours. Quant aux 18 lots de moutons, ils appartiennent à 15 éleveurs, tout ça venant de 7 départements différents. Alors on critique aussi on dit que les bœufs primés sont de race anglaise, qu'il faudrait primer des bœufs français, etc. Bref, vous pouvez constater que dès le tout premier concours agricole en France, déjà ça râle pas mal. Un extrait de la symphonie pastorale numéro 6, composée par Beethoven sur Europe 1, au cœur du Salon de l'Agriculture, où on vous retrouve en direct, en public, Franck Ferrand, depuis la porte de Versailles à Paris. Vous évoquez le concours agricole de Poissy, un événement de plus en plus important au milieu du 19e siècle. Exactement, parce que sous la monarchie de Juillet, sous le règne de Louis-Philippe, ce concours de Poissy reste régional, si je puis dire, mais avec le Second Empire, on va en faire un grand événement, non seulement national, mais même international. Il y avait je vous ai parlé de 30 bœufs gras tout à l'heure à ce concours de Poissy en 1844. Dites-vous qu'en 1850, on est à 159 bœufs et en 1860 à 280. Donc c'est en train de devenir un grand événement. Bien que les races anglaises continuent de dominer, on voit s'installer peu à peu les fameuses races françaises. On va avoir l'occasion de revenir sur cet encouragement des races, sur ce travail extraordinaire que font certains éleveurs pour
pour arriver à améliorer les races et à en faire des choses extraordinaires. Et puis on va ajouter bien entendu de nouvelles catégories. Donc il y a une section porcine à partir de 1851. On fait entrer les veaux également. Les veaux se font remarquer par leur qualité supérieure, peut-on lire à cette époque dans la brochure. Ces animaux sont élevés spécialement pour la consommation de Paris et la province connaît à peine la saveur et la beauté de leurs produits. Vous voyez déjà que ce qui se fait de mieux est envoyé sur un certain nombre de tables parisiennes. Dès leur naissance, ils sont soumis, ces veaux, à un régime de nourriture qui bientôt donne à leur chair la blancheur et la délicatesse qui la font rechercher. Dans les années suivantes, on vous présentera également des boucs, des chèvres, des lapins et des oiseaux de basse-cour, etc., avec des primes qui augmentent considérablement d'année en année. Au départ, dans les années 1840, on avait des primes qui représentaient à peu près 8 000 francs de l'époque, c'était quand même pas mal d'argent. 54 000 francs 18 ans plus tard. Le territoire est de mieux en mieux représenté avec des propriétaires qui arrivent d'un petit peu partout, d'une ligne Bayonne-Strasbourg, disons. C'est tout l'ouest et le nord-ouest de la France qui est représenté, Bretagne, Aquitaine, Bourgogne, mais un peu de Bourgogne aussi. Et puis toutes les grandes pâtures de la région, de la grande région parisienne, comme nous dirions nous aujourd'hui, avec bien sûr de nouveaux concours, parce que ce qui marche à Poissy va bientôt se reproduire un petit peu partout. À Versailles, je dis bien à Versailles, le 8 octobre 1850, celui qui n'est pas encore empereur des Français, qui est encore le président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III donc, inaugure un concours national public et annuel d'animaux reproducteurs mâles. Ce concours étant accompagné d'une exposition d'instruments, de machines, d'ustensiles, d'appareils agricoles. Vous voyez qu'on est en train de se diriger vers quelque chose qui fait déjà un peu penser au salon de l'agriculture. On est en 1850. Pourquoi à Versailles ? Tout simplement parce que Versailles, c'est grand. Louis XIV avait prévu large, donc les avenues, les places, tout est tellement gigantesque que c'est très facile d'organiser là un salon. Et puis, n'oubliez pas que Versailles, il y a en 1850, depuis 1839, donc ça fait plus de 10 ans, qu'il y a une ligne de chemin de fer. Voilà ce qu'écrit un témoin. Tout ce que Paris et ses environs renferment d'agronomes zélés se presse dans la vaste enceinte. Les membres de l'Assemblée nationale s'y sont rendus en grand nombre, déjà. Le Congrès agricole a suspendu ses séances pour s'y trouver encore. Monsieur le ministre de l'Agriculture préside la séance. Son discours d'ouverture est justement et vivement applaudi. Ah oui, tout ne ressemble pas à notre époque, évidemment. L'euphorie va vite retomber, je vous rassure. 15 chevaux, 53 taureaux, 50 béliers seulement sont présentés. Ce ne sera pas tellement mieux dans les éditions suivantes, au point qu'on va bientôt fermer ce salon de Versailles. 3 ans plus tard, il est supprimé. Et en juin 1855, c'est très important cette date parce qu'on est au moment de la toute première exposition universelle de Paris. Eh bien, à Paris, dans le cadre de cette expo sur le Champ de Mars, a lieu le premier concours universel d'animaux reproducteurs. Et là, vous avez de tous les pays qui participent, les grands produits éleveurs. La Hollande, la Belgique, bien entendu, la Suisse, l'Angleterre, ai-je besoin de le préciser. 480 têtes de l'espèce bovine, 590 béliers ou lots de brebis, 80 porcs. C'est pas un énorme concours, ça reste quand même, tout ça reste de petites dimensions, si je puis dire, sauf le public, qui répond tout de suite présent. C'est amusant de voir, dès 1855, les Parisiens descendre en masse pour aller voir ces animaux de la ferme. 80 000 visiteurs à cette première édition. Et l'année suivante, en 56, le concours devient l'exposition agricole universelle et s'installe sur les Champs-Élysées. Alors, il y a d'autres expositions qui vont mettre en valeur l'agriculture. Par exemple, en décembre 65, le Palais de l'Industrie, flambant neuf sur les Champs-Élysées, va abriter pour la première fois une exposition internationale de fromage. Alors on trouve toutes sortes de fromages, etc. Et là, j'ai très envie de vous lire la célèbre page consacrée au fromage par Émile Zola dans son Ventre de Paris. Mais non, allez, avançons. 1869 marque un tournant dans l'histoire des concours agricoles, puisque le grand concours, celui de Poissy, dont je vous parle depuis 1844, si je puis dire, ce concours est transféré à Poissy. Et là, c'est un énorme succès. On voit des animaux de boucherie, des espèces bovines, ovines, porcines, des volailles, mais aussi du grain, des plantes fourragères, etc. Grande exposition de matériel agricole, des jurys pour primer tout ça, bien entendu. C'est un succès considérable. Et l'année suivante, c'est important parce qu'on est au grand changement de régime. On est juste à la toute fin du Second Empire. Le 1er février 1870, le concours se déplace au Palais de l'Industrie.
on a quand même 75% encore des Français qui vivent à la campagne. Vous voyez que ça commence à diminuer par rapport à l'époque de la monarchie de Juillet. C'est encore considérable. Les paysans sont très majoritaires dans la société. On peut dire que la société française est essentiellement encore une société rurale. D'ailleurs, la République qui bientôt va remplacer le Second Empire après le désastre de Sedan ne s'y trompe pas puisqu'elle crée un ministère de l'agriculture en propre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un ministre chargé de l'agriculture qui s'occupait de bien d'autres affaires. C'était généralement le ministre du Commerce et des Colonies, d'ailleurs, qui s'occupait également de l'agriculture. Eh bien là, maintenant, à partir de 1881, il y a un ministre de l'Agriculture et comme si le ministre supposait le syndicat, la même année, 1881, premier syndicat agricole qui voit le jour dans le Cher. Donc, on va essayer de développer l'émulation. C'est que l'émulation, c'est la grande notion de la Troisième République. On veut toujours s'encourager mutuellement. Il faut faire aussi bien les uns que les autres, etc. On crée des concours dans tous les domaines. Pourquoi pas en matière agricole, bien entendu. La Troisième République veut créer un concours qui sera le concours général agricole. Eh bien voilà, nous y venons. Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire depuis le Salon de l'Agriculture et tout au long de l'émission. Vous pouvez réagir si vous le souhaitez, nous envoyer vos messages, vos questions par mail europe1.fr via Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand en direct et en public depuis la porte de Versailles à Paris pour la suite de votre récit sur l'origine du concours agricole. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. En direct du Salon de l'Agriculture. Franck Ferrand. Et on vous retrouve en direct depuis le stand Europe 1, porte de Versailles, le Salon de l'Agriculture. Vous nous racontez, Franck Ferrand, l'histoire du concours général agricole. Exactement. Alors ce concours général agricole est très vite populaire. Ça aurait pu rester une manifestation professionnelle comme il y en a tant dans tant de domaines, vous savez, puisqu'après tout il y a quand même des conditions de participation, un règlement, des structurations de jury, etc. qui deviennent de plus en plus précis, de plus en plus raffinés. Mais c'est d'emblée une manifestation populaire. Les gens y viennent. Un peu ce qui s'était passé dès 1855 avec ce premier salon de Paris. On va voir au tournant de l'année 1900, des gens qui arrivent d'un peu partout en France, c'est-à-dire que ça ne concerne plus seulement les Parisiens ou les gens de la région. Vous voyez les gens arriver. Et alors, comme on vient au salon agricole, c'est un salon des terroirs et d'emblée, c'est un salon des traditions. Donc, on voit les gens qui viennent avec leur tenue traditionnelle et ils font bien, on reconnaît les Bretons avec leurs vestes et leurs gilets brodés de soie et d'or, les Normandes avec leurs bonnets cauchois, les Auvergnats, leurs grands chapeaux, etc., etc. Ça devient une grande manifestation, en quelque sorte pittoresque, il faut le dire, alors que les races françaises sont de plus en plus primées. De 1890 à 1914, 10 Charolais emportent 10 prix. La race limousine est couronnée pour la première fois en 1897, et les Normandes 3 ans plus tard. Quant aux propriétaires, ils font maintenant une place très importante dans leur choix et dans leur politique à ce salon qui devient presque structurant, déterminant dans leur activité. Et l'on va voir émerger petit à petit une espèce d'élite, comme une aristocratie de l'élevage qui se partage les prix, si je puis dire, d'une année à l'autre. Ce concours général agricole revient donc tous les ans en février. Vous vous rappelez pourquoi? Ceux qui nous rejoindraient en cours, je rappelle l'origine, c'est qu'il s'agissait au départ de récompenser des bœufs gras. Or le bœuf gras, c'est le moment de carnaval, bien entendu. Donc on organisait les tout premiers concours au XVIIIe siècle au moment de carnaval. Eh bien, on a conservé cette tradition. Ça devient en février une manifestation de plus en plus incontournable. Et puis on va multiplier maintenant les autres concours. J'ai envie de dire des concours qui viennent se greffer sur le concours d'élevage, donc notamment un concours de vin très important à partir de 1893. Et puis, et ça c'est toute la politique de la Troisième République, on va créer un concours pour les produits des colonies et des protectorats qui entrent en 1897 au salon. Je signale, mais je ne sais pas si ça intéresse grand monde, que les chèvres ne sont admises qu'à partir de 1911. Ça c'était une petite parenthèse. Donc, une manifestation de plus en plus populaire, de plus en plus politique aussi. Vous savez, quand quelque chose devient populaire, il est rare que ça ne devienne pas assez vite politique.
On va voir petit à petit des conférences s'organiser, des grands discours, des visites guidées pour toutes sortes de personnalités. Alors évidemment, ça devient presque là encore une tradition, une obligation. On est là, je vous parle, avant la guerre de 14. Ça devient une obligation quasiment pour le personnel politique de l'époque de se montrer au concours général agricole. D'autant plus qu'il y a maintenant un concours hippique qui est très coté et qui vient se coupler sur le concours général. On parle de semaine agricole. On voit des peintres qui viennent s'installer dans les allées et qui dessinent, enfin qui peignent, qui représentent les plus beaux animaux, etc. Et bizarrement, ça c'est assez étonnant, à mesure que le concours général agricole de Paris devient incontournable, tous les concours qu'on appelait tous ces comices agricoles de province et de région sont en train de disparaître petit à petit. En 97, le concours général agricole s'installe à la Galerie des Machines du Champ de Mars. Et puis, à partir de 1900, il est divisé en deux. Les animaux gras, les beurres, les fromages, etc., les volailles mortes, tout ça est présenté au marché aux bestiaux de la Villette. Quant aux animaux reproducteurs, qui sont bien vifs sur leurs quatre pattes, ils sont exposés au bois de Vincennes. Mais alors, à ce moment-là, on déplace le salon au mois de juin. Pour des raisons de transport, tout simplement. En 1910, nouveau dédoublement, nouveau changement. Les animaux gras, les produits agricoles, etc. sont présentés toujours en février au Grand Palais, sous cette extraordinaire verrière du Grand Palais. Quant aux machines, aux instruments agricoles, etc., ils sont en plein air sur l'esplanade des Invalides. Quant aux animaux reproducteurs, ils sont exposés au Champ de Mars, mais là encore, c'est au mois de juin. Vous voyez que tout ça montre l'effervescence agricole annuelle, ce besoin d'émulation, de récompense de l'excellence et de l'amélioration des différentes races d'élevage. Tout ça aboutira, mais beaucoup plus tard seulement, après la Seconde Guerre mondiale, au premier salon de l'agriculture tel que nous le connaissons. Ça date de l'époque du général de Gaulle, ça date de 1964 et on y vient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, en direct du Salon de l'Agriculture. 14h, 15h sur Europe 1. Franck Ferrand. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, direct et en public depuis la porte de Versailles à Paris. Le public du Parc des Expositions. Les gens sont très nombreux comme toujours. C'est une sorte de grand-messe annuelle, ce salon de l'agriculture, Pascal Berthelot. Ah oui, c'est vraiment le symbole de la France qui aime son agriculture. Moi, je suis surpris chaque année. Vous l'avez dit, il y a eu un succès populaire dès le début. Je ne le savais pas. Moi, en tout cas, en venant comme journaliste ici depuis quelques années, on demande toujours aux gens pourquoi ils viennent. Mais ils viennent pour voir des vaches, bien sûr, mais ils viennent aussi pour montrer qu'ils aiment l'agriculture. Dès qu'on leur pose la question, ils répondent toujours ça. Oui, toujours. C'est une sorte de manifestation de solidarité d'une certaine manière. Et puis c'est aussi, puisque vous parlez d'attachement, c'est aussi un moyen de renouer avec ses propres racines, car nous avons tous, à des degrés divers et à des niveaux plus ou moins lointains dans nos généalogies, nous avons tous des aïeux ou des ancêtres, parfois des parents, qui sont issus du monde rural. Je dis du monde rural pour élargir un peu, pas forcément toujours des cultivateurs ou des éleveurs, mais en tout cas des gens issus du monde rural qui, encore une fois, a composé l'essentiel de la population française pendant très longtemps, jusqu'à une période relativement récente, on va dire en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale. À partir de là, ça commence à aller de plus en plus mal. Alors, j'ai l'impression que c'est une spécificité française. On n'a pas dans les autres pays un tel attachement à son agriculture nationale. En Angleterre un peu, c'est vrai qu'il y a J'ai l'impression. Il y a des concours comme ça aussi, un petit peu. Bon, mais c'est vrai que les Anglais ont été les premiers à organiser des concours agricoles dès le XVIIe siècle en ce qui les concerne. On semble même qu'il y a eu des espèces de concours au XVIe siècle. Simplement, chez nous, l'homme qui le premier a l'idée de mettre en concurrence ces éleveurs est un certain monsieur de Turbilly qui vous est cher. Oui, parce que moi je suis à la fois journaliste et un peu agriculteur aussi. Et je viens d'un canton qui s'appelle Baugé, dans le Maine-et-Loire, en Anjou. Eh bien, figurez-vous que dans ce canton, il y a un hameau de Turbilly. Je ne vous entends pas, monsieur, mais... Voilà, eh bien, il y a un hameau qui s'appelle Turbilly. Eh bien, c'est là qu'a vécu, à un moment donné, semble-t-il, en tout cas, c'est ce sont les origines de la famille. Les origines de la famille. Le marquis de Turbilly, c'est tout simple. C'est vraiment l'idée du salon de l'agriculture d'aujourd'hui. C'est de se dire que on peut se moderniser, on peut améliorer la production, on peut progresser. Parce que à cette époque-là, au XVIIIe siècle, eh bien, le métier d'agriculteur, c'était pas un métier. On ne disait pas agriculteur, c'était un métier contraint. On ne le choisissait pas. Et donc, c'est l'un des premiers qui s'est dit,
On va peut améliorer les choses, oui, professionnaliser. Et c'est lui qui l'a fait sur 1000 hectares dans le Baugeois. Alors Françoise Cariès, cette idée d'améliorer les races en élevage est une idée qui est directement liée aux sociétés savantes, il faut le dire. Hein. Ces espèces de sociétés qui étaient au départ des sociétés d'études, de sciences, de lettres, etc., mais qui s'intéressent aussi à l'agriculture. Il y avait l'agriculture avec les belles lettres, les sciences, complet. Et ce qu'on voit chez Flaubert d'ailleurs, hein, avec les 4 piliers de l'hôtel de ville. Et il y a une de ces sociétés d'agriculture qui existe toujours, au moins j'en connais une, qui est celle d'Orléans, où elle se perpétue, on a mis de l'horticulture avec, et c'était l'époque des physiocrates, l'époque où on a fait... Il faut expliquer en 2 mots qui sont les physiocrates, c'est très important et on a tendance à l'oublier aujourd'hui. C'était des gens, justement, qui recherchaient le rendement en agriculture et la nouveauté. Si le marquis de Turbilly avait de bonnes idées, il y a d'autres aristocrates qui ont payé de leur vie de vouloir modifier, entre autres, les assolements, parce que les paysans n'ont pas compris. Et il y a une marquise, peut-être de Turbilly, je ne sais pas, qui a laissé sa vie avant la Révolution. Oui. On pourrait remonter, je parlais tout à l'heure des origines très lointaines des comices agricoles britanniques. On pourrait remonter assez loin chez nous aussi, avec quand même un grand ministre d'Henri IV, n'est-ce pas Sully. C'est Sully. Sully, dont le château existe toujours sur les bords de Loire. Sully qui disait « Labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France ». Ça veut dire aussi que ça correspondait à une époque où la paix était revenue, et on pouvait se développer, donc faire manger tout le monde. C'est très important que vous parliez de paix, parce que si l'on regarde justement l'histoire de ces rassemblements agricoles, nous nous y sommes penchés avec Christophe Dard pour préparer cette émission. Je vous avoue que je n'avais pas la moindre idée du sujet, moi, il y a encore quelques jours. Hein. Mais on s'est rendu compte que ces manifestations et ces grandes réunions ont toujours lieu dans les périodes de paix et donc de prospérité. Le règne de Louis XIV est très pauvre. C'est sous le règne de Louis XV qu'on voit naître donc les tout premiers mouvements dans ce sens. Après, au moment de alors sous Louis XVI aussi, au moment de la Révolution, tout s'arrête. Alors là, n'en parlons pas. Il y a même interdiction des réunions publiques là, donc comme ça. 93. Oui. Et puis sous Napoléon, à l'époque des grandes guerres napoléoniennes, etc., pas de comices agricoles. Il faut attendre la restauration des Bourbons et de nouveau l'installation d'une sorte de paix pour que reviennent ces réunions. Il y a donc un lien entre les deux. Hein, oui, et du temps de Marie-Antoinette avant la Révolution, elle élevait les moutons, mais c'est autre chose. À Rambouillet, et elle fait venir une race espagnole, les Mérinos, qui sont maintenant... Oui, une des plus... Oui. Une des plus belles... Une des plus belles races, et pour la laine, etc. Donc, oui. Pascal Berthelot. Oui, sur cette histoire des comices, l'histoire des comices, c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le concours général agricole. C'est ça ? C'est l'encouragement par l'exemple. Oui. Avec un prix monétaire et une médaille. Il faut dire à nos auditeurs ce qu'est le concours général agricole, parce qu'on a tendance à tout confondre aujourd'hui, bien entendu. Alors le concours général agricole, c'est ce qui est organisé ici au Salon de l'Agriculture, qui rassemble... Ça, c'est l'héritier direct du concours de Poissy. Hein. Exactement, mais je l'ai appris en vous écoutant, oui. Franck, je ne le savais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le concours général agricole, aujourd'hui, regroupe les meilleurs produits dans chaque catégorie. Je dis bien produits parce qu'il y a à la fois les vins, les fromages, tous les produits alimentaires. Et c'est à la base un concours d'animaux. Et aujourd'hui encore, les éleveurs sont très fiers de venir, même s'il n'y a plus de médailles, même s'il n'y a pas d'argent non plus à gagner. C'est juste une place. Mais c'est une place très importante parce que quand on rentre chez soi, on peut vendre sa vache beaucoup plus cher. Et pour venir, il faut gagner les concours précédents, départementaux et régionaux. Il y a un tel prestige. Quand on feuillette le beau livre de Françoise Cariès, on voit justement tous ces animaux merveilleux dont certains ont une allure folle. Et on voit dans le regard des propriétaires qui sont photographiés avec eux, parce que c'est un grand album de photographie que vous nous proposez, on voit la fierté. Hein, je crois que c'est important. C'est une grande fierté, mais l'animal aussi est fier. Parce que comme quand ils arrivent ici... Quand ils arrivent ici, ils ont déjà fait plusieurs sélections, et ils ont été préparés. C'est-à-dire... C'est des bêtes à concours. C'est des bêtes à concours. On les a engraissés pour aussi. Et donc, tout le monde est très fier. Et même... Quand on shampouine le matin la vache ou la brebis, et puis qu'on la prépare après, elle ne marche pas de la même façon parce qu'elles ont appris à marcher. Ah oui, vrai, un peu comme un mannequin, si j'ose cette comparaison difficile. Moi, je la fais. Ah, mais elle a tout à fait raison. Hein. Il faut mettre un petit peu de crème sur le sabot, il faut nettoyer le pelage complètement, enlever tout, et vraiment, ça va jusqu'à la moindre peigner miette. Le toupillon.
Voilà. Donc on voit qu'il y a bien une notion de temps, de tranquillité, de paix, de prospérité associée à tout ça. Oui. Et l'on comprend qu'au moment des 2 guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45, il y a de nouveau des interruptions. C'est-à-dire que la guerre et l'agriculture ne font pas bon ménage, c'est une évidence, hein, bien entendu. Ben non. Pas du tout, et il faut attendre 1925 même pour que ça redémarre, et immédiatement tout repart avec le même souci, même pour les chevaux, pour les... 1925, c'est important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que c'est l'année où le concours général agricole s'installe ici, porte de Versailles. Oui. Donc on peut dire que ça fera dans 9 ans, ça fera 1 siècle que le concours a lieu tous les ans ici, même s'il a pris des formes différentes, bien entendu. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouveau, il va falloir attendre plusieurs années, parce que là encore, pour présenter des animaux extraordinaires, il faut avoir le temps de les bichonner, etc. Donc en 46, 47, 48, il n'y a rien à montrer, si je puis dire. On ne va pas montrer des vaches faméliques ou des chevaux dégarnis. Donc on attend 1951 pour relancer les choses. Absolument. Et puis, dès 62, 63, 64, on est dans les années prospères, et Monsieur Pisani... Et voilà. Edgar Pisani développe... ministre donc de l'Agriculture du général de Gaulle. Du général de Gaulle, développe le concours agricole, tous les produits, et on est reparti dans cette grande fête de l'agriculture qui se poursuit. Et peut-être avec encore un changement il y a une dizaine d'années, lorsque la vache... chaque année nouvelle, vient être promenée dans tout Paris. Elle est devenue une star. Et elle est devenue une star, et chaque année, il y en a une nouvelle avec des noms de plus en plus recherchés. Cette année, c'est Cerise. Il y avait eu Valentine. Et Candy. Voilà, Candy, il y a quelques années que j'aimais beaucoup. En 1958, au Grand Concours National de Strasbourg, il y avait 100 000 visiteurs. Au premier Salon de l'Agriculture, donc ouvert par Edgar Pisani en 1964, ici, porte de Versailles, il y a déjà 300 000 visiteurs. 11 ans plus tard, en 1975, on est à 500 000. Ça devient, là on peut presque parler d'un phénomène de société. Pascal Berthelot, on y vient avec vous dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Benabar sur Europe 1 avec À la campagne, au cœur de l'histoire, au cœur du salon de l'agriculture. On vous retrouve, Franck Ferrand, depuis le stand de Europe 1, partenaire de l'événement, en public, en direct. Franck Ferrand, vous recevez la journaliste à Max Centre, Françoise Carriès, auteur du livre officiel du salon de l'agriculture, La plus grande ferme de France, paru chez Michel Lafon, et le journaliste agricole indépendant Pascal Berthelot. Journaliste agricole indépendant, voilà un beau titre, Pascal Berthelot. Je suis en train de feuilleter votre ouvrage, Françoise Carriès, c'est magnifique. Et alors, on se rend compte, il y a tout un chapitre qui s'appelle Terroir. Il faut dire le nom de la photographe, c'est Raphaël Gaillarde. C'est un monsieur. Ah pardon, c'est un monsieur, excusez-moi, le photographe. Alors vous me disiez d'ailleurs que le livre, malheureusement, c'est un peu un supplice de Tantale puisqu'il n'est plus disponible, mais il va être réédité bientôt. L'année prochaine. L'année prochaine. Donc, avec un additif sur justement les comices agricoles. Alors, vous avez toute une fin du livre qui est consacrée, vous appelez ça au terroir. Oui. Et là, on ne parle plus d'élevage et d'animaux extraordinaires, on parle de tous ces produits merveilleux qui font la richesse de notre patrimoine gastronomique et notre art de vivre en vérité. Et de la cuisine. Bien sûr. Et de tout un art de vivre. Par exemple, si on prend le sud-ouest, on dit c'est le pays du cassoulet. Et ce qui a fait du sud-ouest le pays du cassoulet et du foie gras, c'est quand même les animaux qu'on y élève, et qu'on y élève depuis très longtemps. Et qu'on aime de toute façon. Alors nous avions fait cette année, vous savez que il ne fait pas bon parler foie gras parce que ça choque certaines oreilles, mais on avait fait une émission sur l'histoire du foie gras il y a 2 ou 3 ans sur cette même antenne, dans cette même émission, et on avait vu à quel point c'était l'afflux de tous les réfugiés alsaciens qui, au moment de l'annexion de 1871, avaient implanté dans notre sud-ouest ces traditions de gastronomiques en fait. Hein. Bien sûr, mais dans le sud-ouest, on ne veut plus l'admettre. Non, mais bien sûr. Il faut plus le dire. Il faut plus le dire. Alors, on parle de fromage aussi. Je signale à ce propos que vendredi prochain, nous serons de retour ici, dans ce même studio, en plein cœur du salon de l'agriculture, pour évoquer les fromages. Vaste sujet, un sujet plein d'histoire et qui nous ramènera au vieux monastère. Après tout, il ne faut pas oublier le rôle des moines dans l'agriculture française. Non, pendant tout le Moyen-Âge, ce sont eux qui ont maintenu une forme d'agriculture et qui l'ont fait progresser, soit dans le vin, soit dans les fromages en particulier, du côté de la Bourgogne
Bien ils sûr. n'ont pas fait que du vin, ils ont fait du fromage aussi. Oui. On parle encore Ça des va bien pierres d'abbaye. ensemble. Ça va bien ensemble. On parle Et encore ils des ont- pierres d'abbaye. Mais oui, d'ailleurs. Oui, et ils ont promu l'élevage aussi, les bovins. Et il y a des races qui sont un petit peu oubliées et qui sont maintenues par certains agriculteurs amoureux, mais que eux, les moines, avaient promu. Alors nous parlerons des fromages donc vendredi dans cette émission en compagnie de Vincent Ferniaud. Il faut, Pascal Berthelot, que nous évoquions bien entendu, j'allais dire l'autre folklore du Salon de l'Agriculture qui s'est développé surtout, j'allais dire à l'époque technocratique, on va dire depuis le début des années 1970, c'est-à-dire ces visites qui intéressent tellement les journalistes et les médias, qui sont les visites d'hommes politiques. Entre parenthèses, c'est juste la toute petite écume, hein, il faut le dire, hein, ça représente pas du tout l'essentiel du Salon de l'Agriculture, mais c'est ce dont on parle à la télévision. Alors ça, c'est le défaut des médias, vous le savez. Hein, on parle que des petites phrases et des choses un peu sensationnelles. Mais en effet, quand on vient au salon, les hommes politiques, on les croise pas, ou très peu. Ils viennent d'ailleurs avec leurs cours, avec leurs... On en a vu passer tout à l'heure, il y a Voilà. tout un essaim, beaucoup de photographes, beaucoup Voilà. de micros perchés. Ils viennent rencontrer... Alors c'est quand même important parce que pour le monde de l'agriculture, ça permet de faire passer des messages. Ah oui, ça, Des on l'a vu, messages là, hein. très Oui. importants. Et c'est-à-dire qu'ils s'isolent, ils rencontrent du monde devant les caméras, ils s'isolent régulièrement aussi derrière, dans des petits salons où on peut discuter et discuter de l'avenir des filières. Ça, c'est très important. Je crois qu'elle veut dire un mot. Oui, un mot peut-être sur les grands visiteurs du salon. Le plus célèbre, évidemment, c'est Jacques Chirac. Hein. Et voilà, alors Jacques Chirac, en effet, c'était l'homme qui restait le plus longtemps et qui était le mieux accueilli. On a cité tout à l'heure Edgar Pisani, qui aujourd'hui encore, pour certains dans les campagnes, représente encore quelque chose. Mais Jacques Chirac, ça c'est énorme, c'est terrible. Moi, j'avoue que je suis arrivé sur le secteur agricole, il était déjà, il n'était plus président de la République. Je crois que je suis arrivé en 2009. Donc, il était déjà retraité de l'agriculture. Mais je l'ai vu quand même ici passer comme retraité. Et je vous assure, c'était énorme. Je me rappelle mon souvenir le plus fort, c'est quand il est arrivé pour la dernière fois, je crois que c'était en 2011. Alors, j'ai un doute sur la date. Il est arrivé en haut de l'escalator du hall 1. C'est le hall où nous nous trouvons, où il y a tous les grands animaux. Le grand hall principal, oui. Le grand hall. Il y a un escalator. Il est arrivé en haut. Vous saviez, il avait du mal à marcher à ce moment-là. Donc il se tenait à Christian Jacob, hein, qui est un homme politique mais qui était un agriculteur un peu plus tôt. Et il se tenait à Christian Jacob. Et au moment où il est arrivé, je vous assure, le silence s'est fait. Vous imaginez le silence aujourd'hui, hein? Il y a du bruit tout le temps, partout. Je veux dire, presque les animaux aussi se sont arrêtés. Mais on s'est dit, se passe quelque chose. On s'est tous retournés. Et on a compris que Jacques Chirac venait d'apparaître. Et là, à ce moment-là, salve d'applaudissements totalement spontanés de tout le monde, du public, des professionnels, pour lui dire merci, quelque part. C'était énorme. C'était l'homme des terroirs. Il savait s'arrêter à tous les stands, avoir un mot et déguster. Et je pense que le soir, il avait bien mangé. Oui, c'est bien ça. bu. Oui, parce qu'il faut avoir un Mais il estomac savait d'acier. faire. Hein. On passe, Ah oui, alors évidemment, lui, Jacques Chirac, il restait un peu partout, il goûtait de tout. Mais pour avoir demandé à mes collègues d'Europe 1 qui l'ont suivi plus tôt, il était très bien organisé aussi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il buvait un peu, il mangeait un petit peu et il passait beaucoup par derrière. Il y avait quelqu'un derrière qui le suivait et qui prenait comme ça ce que lui ne pouvait pas manger. Mais ça se passe comment d'un point de vue concret? C'est l'organisation, les organisateurs du salon qui ont un agenda et qui décident de l'ordre de passage des personnalités Qui politiques? ne décide pas parce Non, que vous savez, oui. on impose On rien gère aux ça hommes avec politiques. les On gère cabinets. en Oui. bonne intelligence. Oui, Il y a un parcours déterminé, mais avec lequel... Ils font tous le même parcours? Non, avec lequel l'homme politique peut prendre des libertés. Et il faut s'arrêter surtout sur le stand de sa région. Et c'est un peu à ce moment-là le comice agricole qui revient. Ah, mais c'est vrai, on a cette impression. Hein. Parce que on parle, on mange, on s'assied, tout le monde peut échanger. C'est un moment de convivialité très fort. Très fort. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans ce salon de l'agriculture une dimension de vitrine en fait, hein, on présente, non seulement on défend un certain nombre de traditions, non seulement on encourage la perpétuation d'un certain nombre de races dans tous les domaines, bovines, équines, enfin, etc. Mais aussi, d'ailleurs entre parenthèses, il faut souligner l'importance qu'il y a à protéger toutes ces races, hein, bien entendu, Absolument. et notamment les chevaux, parce qu'on est en train de
de préparer la fermeture du haras du Pin, là, par exemple. Oui. Il y a de vrais scandales qui se passent dans ce domaine, il faut le dire. Oui, mais quand même, le cheval de la bourre, qui au Moyen-Âge était quand même le cheval du chevalier, parce que pour porter l'armure, tout le bazar, il fallait un gros cheval et pas un cheval de course actuel. Hein. Mais ils sont en train de revenir un petit peu, de se maintenir dans la ruralité. On les réemploie pour protéger l'environnement, ça revient. Mais tout ne suit pas. Hein. Donc le haras du Pin, je crois, a quelques difficultés. Donc, Et il y a une grande dimension, je reviens à ma vitrine, il y a une sorte de grand folklore. Tout à l'heure est passé juste devant nous là une fanfare normande, on entend des accents de musique un peu partout. Il y a toujours des animations et des événements, évidemment. pour moi, c'est une vitrine à deux niveaux parce que tous les agriculteurs qui sont là, c'est leur travail qui est salué et qu'ils peuvent montrer comme ils ne le font nulle part ailleurs. Vous avez des familles qui, depuis 4-5 générations, viennent au Salon de l'Agriculture avec des animaux qui sont régulièrement primés. Et c'est un investissement important. Et en même temps, c'est la vitrine aussi de ce que nous sommes capables, nous, en France, de produire et de montrer au monde. Oui, bien entendu. Donc, et il faut quand même dire qu'une grande partie du public est français, mais il y a énormément d'étrangers qui viennent voir aussi. il y a des gens entendu, invités, oui. il y a des nations. Je crois qu'il y a 34 pays cette année. L'organisation du salon est une chose extraordinaire. Il faut des vétérinaires, bien entendu. Comment ça se passe la nuit, par exemple? Qui surveille les animaux? Alors les éleveurs sont là, hein, la nuit, Franck. Oui. C'est ça la spécialité. Tout à l'heure, vous disiez, il y a une ambiance régionale. Ben, je vous ai dit, le vrai salon, c'est dommage pour ceux qui ne peuvent pas y aller, mais le vrai salon, il commence à la fermeture, à 19h. Oui, c'est ça, hein. Les éleveurs, pour la plupart, dorment Dans les ici, réserves. dans les réserves ou dans leurs camions. Et évidemment, ils mangent ensemble. Et la tradition, c'est qu'un soir, on mange chez les Alsaciens, un soir, on mange chez les Béarnais, et l'autre soir, on mange ailleurs. Et évidemment, on mène la fanfare, les produits locaux. Et je vous assure que l'ambiance est très très bonne. Et Oui. chaque groupe a son cuisinier ou sa cuisinière. Et dans les femmes sont là aussi, mais c'est pas forcément une femme. Hein. Mais tout le monde fait sa cuisine et on s'invite. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui dorment pas beaucoup. Oui, ça c'est vrai. On Ils fait- repartent fatigués, les éleveurs. On fait un peu la D'autant- fête quand même aussi. D'autant faut le plus dire. qu'il faut être debout à 5 heures du matin Bien sûr. pour faire les nettoyages, pour préparer les animaux, La pour traite. faire la traite. Donc le salon s'éveille, il faut que tout soit prêt à 8 heures. Alors maintenant que le président Chirac ne vient plus au salon, il n'y a plus de vedette, si je puis dire, politique, Pascal Berthelot? Alors c'est vrai que alors vedette non, il n'y a plus de vedette. Alors il y a François Hollande qui était très bien accueilli, alors là, j'allais c'est- dire c'est avant le d'être contre-exemple, président. oui. Voilà, aujourd'hui il est président et il en subit les conséquences. On n'a jamais connu un salon aussi tendu que cette année. Hein. Oui, hein, jamais, c'est jamais. vrai. On n'a jamais connu ça. Il faut dire la crise, elle est peut-être inédite aussi. Ah oui, c'est le moment de parler quand même une seconde de l'actualité et dire que tout ce que nous venons de décrire là est un monde fragile qui est en forte tension en ce moment, mais je pense que nos auditeurs en sont parfaitement conscients. Merci beaucoup Pascal Berthelot, journaliste agricole indépendant, comme vous avez été tout à l'heure présenté. Merci Françoise Cariès, vous êtes journaliste à Max Centre et votre ouvrage qui va bientôt être réédité s'appelle tout simplement Le Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France. Merci beaucoup. Rendez-vous vendredi au cœur de l'histoire des fromages avec Vincent Fermour. Et vous restez avec nous sur Europe 1. On vous retrouve dans un instant depuis le Salon de l'Agriculture. Franck Ferrand, et vous répondra à la question d'Émilie sur l'origine du jeu de cartes La Belote. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et en direct depuis le Salon de l'Agriculture, vous répondez, Franck Ferrand, à la question d'Émilie qui vous dit, via la page Facebook de l'émission, joueuse de belote, j'aimerais connaître son origine. Alors Émilie joue à la belote. Moi j'y ai joué aussi, mais il faudrait me réapprendre les règles. Vous savez que ça se joue, ça je sais quand même, à 2 équipes de 2 joueurs. C'est des jeux de 32 cartes qui sont nécessaires, avec 5 cartes pour chaque joueur. Alors il y a plusieurs manches, en 8 plis, soit 8 tours chacune. Pour remporter une manche, l'équipe doit marquer un minimum de 82 points. Ça c'est donc, je vous rappelle en gros comment on joue à la belote. Il faut aller jusqu'à 1000 points pour remporter une partie. Le jeu est arrivé en France dans les années 1920 et on ne sait pas d'où il venait, pour tout vous dire. Certains nous disent qu'il vient d'Alsace, qu'à l'origine c'était le jeu qu'on appelait le jeu des 500 parce qu'il se jouait en 500 points, et d'autres disent qu'il vient bien d'Alsace mais qu'à l'origine
c'était le jeu du bel atout, et que bel atout, petit à petit, ça aurait donné belote. Sauf que d'autres nous disent pas du tout. Le créateur du jeu, c'était un certain monsieur Belot. C'est lui qui a inventé les règles du jeu de la belote. On ne sait pas qui il était, ce monsieur. D'autres nous disent que le jeu était importé des États-Unis par des diamantaires hollandais et que ce sont eux qui ensuite l'auraient enseigné à des marchands à Paris et que de Paris, ça s'est ensuite répandu. Vous voyez que c'est pas très clair, cette origine de la belote. Ce qui est certain, c'est que le jeu s'est énormément répandu après la Seconde Guerre mondiale et qu'il a un tel succès qu'on a eu ensuite toutes sortes de déclinaisons, la coinche, la contrée ou la belote bridgée.